Bonjour et bienvenue à Bruxelles, au cœur du Parlement européen, pour ce nouveau numéro d'Europe Hebdo. Et dans cette émission, nous nous rendrons en Irlande, où les jeunes, à cause de la crise, sont obligés de partir en masse, mais où, paradoxalement, vous le verrez, les multinationales recrutent des jeunes d'autres nationalités. Mais d'abord, cette question, 2 ans et demi après son lancement en grande pompe, qui se souvient encore de l'Union pour la Méditerranée? L'Union pour la Méditerranée peut représenter aussi une façon de répondre aux préoccupations tunisiennes comme aux enjeux de l'ensemble des pays méditerranéens. Nom de code UPM, l'Union pour la Méditerranée. Elle voit le jour un samedi d'été à Paris le 13 juillet 2008. 48 chefs d'État et de gouvernement assistent à l'événement, notamment le Syrien Bachar el-Assad et le président égyptien Hosni Moubarak. À l'époque, l'Europe est sous présidence française et Nicolas Sarkozy voit loin. Si nous sommes réunis ici, c'est parce que nous avons tous la conviction que le rêve européen et le rêve méditerranéen sont inséparables l'un de l'autre. Unir les deux rives, c'est le rêve. Un rêve de paix au Proche-Orient et des projets concrets pour le développement économique et social, par exemple la dépollution de la Méditerranée. Mais 2 ans et demi plus tard, le beau projet de Paris semble un peu à la dérive. La révolution de Jasmin en Tunisie a eu lieu et l'Europe a mis du temps à réagir après avoir si longtemps soutenu le régime de Ben Ali. Et demain, si à son tour le Maroc, l'Algérie ou l'Égypte connaissent des troubles, que fera l'Europe? Et surtout, à quoi sert l'Union pour la Méditerranée? Et avec nous, Sylvie Goulard, députée européenne de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe, membre de la Commission des affaires économiques et financières. Bonjour. Bonjour. Alors vous aviez écrit, il y a 2 ans et demi, un livre, Il faut cultiver notre jardin européen, où vous évoquiez, où vous parliez de cette union pour la Méditerranée. 2 ans et demi après son lancement, qui se souvient encore de cette union ? Non, c'est dramatique parce que l'idée qui était derrière, l'idée d'apporter la paix et le développement à la rive sud de la Méditerranée est une bonne idée. Mais ce que j'avais voulu dire à l'époque, en juin 2008, avant que la présidence française fasse cette grande réception à Paris, c'était que d'abord, il faut travailler avec les sociétés civiles et pas avec les dictateurs. La réunion de Paris, c'était quand même rassembler des personnes qui, comme on l'a vu avec le clan Ben Ali, ont mis des pays en coupe réglée, ne sont pas élus légitimement, ont souvent de graves problèmes, il y a souvent de graves problèmes de corruption dans ces régimes. Et l'autre chose, c'était que l'Allemagne s'était farouchement opposée à ce projet et que le caractère européen a été très largement exagéré par Paris et que donc on partait sur de mauvaises pistes. Et encore une fois, je serais ravie de m'être trompée, mais ce n'est pas le cas. Et 2 ans et demi après, on se rend compte que cet outil n'a pas pu servir. Aujourd'hui encore, la France ressort cet outil comme levier possible face aux événements en Tunisie. Vous pensez que là encore, c'est une erreur, qu'elle n'est pas soutenue, par exemple, par les Allemands? C'est difficile de savoir ce qu'il faut faire dans une zone où, encore une fois, là, vous avez un pays important pour la France, mais qui n'est jamais qu'un pays qui s'est libéré d'une dictature corrompue, mais où les voisins restent gouvernés par des personnages qui sont ce qu'ils sont. Donc dire que ça va être la panacée pour régler tous les problèmes, je ne le crois absolument pas. En revanche, reste à l'agenda la question de savoir comment l'Europe gère ses relations avec cette zone. Et encore une fois, je crois qu'il faut s'appuyer sur les sociétés dans ces pays et non pas sur les régimes. Alors concrètement, qu'est-ce qu'elle peut faire? Quels instruments a-t-elle pour offrir une solution à ces peuples de la Méditerranée? Elle s'est quand même engagée à le faire. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors, il y a toujours eu d'abord de la conditionnalité dans les accords passés avec les pays de cette région. C'est-à-dire que l'Europe a toujours veillé à mettre des clauses droits de l'homme et des... Alors, c'est pas facile, mais elles ont toujours été là. Deuxièmement, le problème, c'est de savoir si les États membres aident l'Union européenne à agir ou font chacun dans son coin. Si vous regardez la manière dont M. Kadhafi est accueilli à Rome, on lui déploie le tapis rouge pour faire de l'argent, pour mener des contrats sans aucun souci de liberté publique. Quand on voit que chacun dans la zone a sa propre politique, il est évident que cela affaiblit l'Europe. Donc maintenant, on a un représentant qui est Mme Ashton. Il faudrait que les États membres acceptent qu'il y ait une action concertée européenne. Reste aussi le problème terriblement difficile, que je ne prétends pas régler, de la paix au Proche-Orient entre Israël et ses voisins. Mais vous pensez vraiment que Mme Ashton a les moyens, le charisme nécessaire, en tout cas les moyens pour peser? Je dis simplement que l'Union européenne s'est dotée de structures et de personnages et que je n'ai pas l'impression que les capitales de l'Union européenne qui ont porté le traité qui a créé cette structure font tout pour l'aider vraiment. Pour revenir aux événements en Tunisie, l'Europe a semblé réagir tardivement. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire, selon vous?
Vous savez, ça me rappelle ce qui s'est passé en 89, quand des peuples se soulèvent, les choses vont extrêmement vite. Je dirais que l'Union européenne, elle, n'a pas proposé de fournir les services de force de police pour maintenir l'ordre, donc il ne faut pas non plus mettre tout sur le compte de l'Union européenne. Encore une fois, certains États membres sont au moins restés circonspects. Maintenant, l'Union européenne peut sûrement apporter son savoir-faire en matière d'organisation d'élections libres, parce que ce n'est pas facile pour un pays de passer de la dictature à la démocratie. Donc là, je pense qu'il y a un vrai savoir-faire. J'ai des collègues députés qui surveillent les élections dans d'autres pays du monde. Il y a également le Conseil de l'Europe qui a un savoir-faire. Il y a des fondations privées qui peuvent aider, comme les fondations allemandes des partis politiques, qui ont également beaucoup développé des concepts vis-à-vis des pays du tiers-monde pour aider à créer des partis, par exemple. Donc je crois que tout ça, oui, nous avons à nous engager en étant toujours très vigilants. Le destin du peuple tunisien appartient au peuple tunisien. Alors Sylvie Goulard, l'actualité est aussi économique avec le lancement du G20 et du G8. Est-ce que pour vous, l'Europe actuellement est en mesure de peser sur l'économie mondiale ? Oui, on en a eu la démonstration, mais absolument éclatante ces jours-ci. Le fonds qui a été mis en place après le cas grec, puisqu'on s'est rendu compte au mois de mai dernier qu'on n'avait pas d'instrument permettant de faire face à des problèmes graves dans un État membre de la zone euro, le fonds qui a été mis en place vient d'émettre ses premiers titres, et ces titres rencontrent un succès absolument phénoménal au niveau global. Pourquoi ? Parce qu'en dépit de tout ce qu'on a beau dire sur l'Europe, nous restons un continent stable et dans lequel les investisseurs ont confiance. Et donc ça, je trouve que c'est la preuve vraiment, je dirais, à la fois par les marchés puis par le regard extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on est sorti de la crise, mais ça veut dire que quand nous prenons des décisions collectives qui vont dans le sens de la solidarité, eh bien, cet effort est reconnu. C'est ce qu'attend le monde. Et vous soutenez notamment l'idée des eurobonds, en fait, pour permettre de globaliser les risques financiers. Est-ce que vous êtes suivi ? Oui, alors c'est une question très délicate à aborder en peu de temps. Il y a plusieurs types d'eurobonds. Il y a d'abord l'idée de s'endetter ensemble pour investir ensemble. Là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de doute, on ne l'a pas assez fait jusqu'à présent. La question qui est au cœur des débats en ce moment, c'est s'endetter ensemble pour réduire la dette déjà constituée ensemble. Et là, je comprends, je dois dire, les réticences des pays du Nord, notamment l'Allemagne, mais les Pays-Bas, la Finlande, même la France qui se classe dans ce groupe-là, qui a en tout cas une note élevée, parce que ça voudrait dire qu'on peut encourager les pays du Sud à s'endetter ou périphériques. Il ne faut pas que ça soit un facteur d'endettement, et il y a des mécanismes qui le permettent. Alors merci, on reviendra plus longuement sur ce dossier. Parlons maintenant d'un homme qui inquiète l'Europe, Viktor Orban, Premier ministre hongrois. Son pays assure la présidence de l'Union jusqu'au mois de juillet. Il a été pris à partie à Strasbourg. Retour sur cette séance mouvementée avec les télévisions européennes. À son arrivée au Parlement européen de Strasbourg, Viktor Orban ne semblait pas totalement serein, même s'il a démenti de façon très offensive sa nervosité. Non, ça va très bien. Accueil mouvementé pour Viktor Orban au Parlement européen. Le Premier ministre hongrois, dont le pays préside en ce moment l'Union européenne, tenait son traditionnel discours à Strasbourg. Confrontation musclée avec les eurodéputés. Les Verts se sont même bâillonnés en guise de protestation. Le Premier ministre hongrois a été accueilli par des députés bâillonnés. Ils lui reprochent de devenir un nationaliste populiste qui ne comprend rien à la démocratie. Viktor Orban a essuyé des critiques cinglantes à Strasbourg. Il a dû s'expliquer sur la loi relative aux médias. Le leader des socialistes européens, Martin Schulz, a demandé au Premier ministre hongrois de retirer sans délai sa loi sur les médias. De son côté, le chef de file des Verts s'est mis à gesticuler et à hurler contre Viktor Orban, qu'il a qualifié de Chavez européen. Je remarque que le Parlement hongrois n'a rien à envier au Parlement européen. Les débats sont tout aussi francs et animés. Je me sens bien ici. Et nous sommes avec Lorenzo Consoli, bonjour, représentant de l'Association de la presse internationale ici à Bruxelles et journaliste à TM News. Alors vous connaissez bien la Hongrie, vous suivez les affaires européennes ici depuis plus de 20 ans. L'Europe a-t-elle des raisons d'être inquiète de Viktor Orban ? De Viktor Orban, non, mais de sa loi sur les médias, oui, certainement. D'ailleurs, la commissaire en charge des télécommunications et des services digitaux, Madame Cruz, a envoyé déjà une lettre très claire, 2 lettres en fait, très claires au gouvernement hongrois, dans lequel elle exprime carrément ses doutes sur la conformité de cette loi
au droit européen. Alors est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'à l'heure actuelle on peut dire qu'elle viole le droit européen? Il n'y a pas encore une procédure d'infraction formelle, mais il y a des critiques qui sont très poussées sur la loi, sur certains points de la loi en particulier. C'est la première fois que la Commission parle carrément d'une possible infraction à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, par exemple, à la liberté d'expression, l'article 11 qui prévoit que les citoyens ont le droit d'être informés sans interférence de la part des gouvernements. Et on parle aussi d'une possible violation d'une liberté fondamentale du traité de l'Union européenne, c'est-à-dire la liberté d'établissement et de circulation des services, puisque cette loi peut frapper aussi les services qui ne sont pas établis en Hongrie, mais qui transmettent en Hongrie. Donc c'est une forme de censure quand même, c'est quand même qui touche là l'un des valeurs fondatrices de l'Europe, la liberté d'expression. C'est une forme c'est une tentative de contrôle de l'information, pas seulement de la presse, parce qu'on parle aussi des services online, même des blogs, qui n'a pas de précédent, contrairement à ce que M. Orbán a dit au Parlement européen à Strasbourg. Il n'y a pas de précédent, par exemple, aux tentatives de contrôler la façon de donner l'information équilibrée, l'imposition que l'information soit équilibrée, aussi dans les médias non audiovisuels, donc la presse écrite et les médias online. Lorenzo Consoli, vous êtes italien. Est-ce que ce qui se passe en Hongrie peut être comparé au contrôle réalisé sur les médias, ou est-ce que c'est totalement différent? Dans le sens où le gouvernement italien, le gouvernement de M. Berlusconi a essayé de mettre sous contrôle les médias en Italie avec une loi qui concernait surtout les reportages sur ce que la magistrature fait en Italie, donc les procès, etc. Mais là, premièrement, ça n'a pas réussi. Donc la loi n'a jamais été votée, alors qu'en Hongrie, la loi est déjà en vigueur depuis le 1er janvier. Et deuxièmement, une chose qui change fondamentalement le cadre, c'est la possibilité pour l'Europe d'intervenir, parce qu'en Hongrie, il s'agit en fait d'une loi qui transpose une directive européenne, la directive sur les télécommunications et les médias. Alors qu'en Italie, c'était une loi nationale, qui n'a jamais été approuvée d'ailleurs, pour l'instant. Donc c'est ça la différence qui permet à l'Europe d'intervenir de cette façon très musclée. Et le problème vraiment qu'il y a très, très important, c'est ce conseil des médias, conseil de supervision des médias, qui a des pouvoirs de contrôle sur tous les médias et aussi sur les blogs, sur les médias online. Ce qui inquiète l'Europe. Oui, exactement. Merci beaucoup Lorenzo Consoli d'avoir été avec nous. On part en Irlande, pays touché par la crise. Nous avons rencontré des jeunes diplômés qui sont tentés de quitter leur pays et parallèlement, des sociétés continuent de s'installer dans le pays. Reportage d'Hélène Mangiardi et Juliette Turette. Dublin, journée portes ouvertes dans une des plus grandes universités du pays. Il y a encore 2 ans, cette génération s'imaginait un avenir radieux dans l'Eldorado économique de l'Union européenne. Mais depuis la crise, changement d'ambiance. Je suis très pessimiste. Ici, je ne pense pas que je pourrais bien gagner ma vie et construire une famille. Je ne le ferai pas, je veux partir. Même quand on cherche des emplois à mi-temps, franchement c'est difficile, il n'y en a pas beaucoup. En 2 ans à peine, le taux de chômage a explosé. Il est passé de 4 à 15%. De quoi assombrir l'avenir des jeunes Irlandais qui rêvaient de CDI bien payés comme leurs aînés. C'est une génération qui a grandi dans les meilleures conditions de vie possibles, qui n'ait jamais existé en Irlande. Ils étaient habitués au luxe. Mais moi j'ai confiance qu'ils ont compris que tout a changé. Lucide, de nombreux jeunes diplômés renouent avec une vieille tradition irlandaise, l'exil. Avec la crise, c'est l'histoire du pays qui se répète. Mélissa va bientôt faire ses valises. Dans 2 mois, adieu la grisaille irlandaise. Avec son mari, elle s'envolera pour l'Australie. On a décidé de partir à l'étranger parce qu'ici, la sécurité de l'emploi, c'est fini. Mon mari a été licencié plusieurs fois, donc ça nous a décidé à partir. On y va et j'espère que là-bas, il trouvera un emploi stable.
Pour l'instant, leur avenir en Australie est encore flou. Ils n'ont pas de point de chute ni de promesse d'embauche. Mais peu importe, Melissa n'imagine pas rester en Irlande. Ceux qui, comme nous, n'ont pas de prêt immobilier, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas d'attache ici en Irlande, le seul espoir qu'ils ont, c'est de partir. L'année dernière, 30 000 Irlandais comme Melissa ont quitté leur pays, 2 fois plus qu'en 2008. Mais tout le monde ici n'a pas la possibilité de partir. Quand le tigre celtique rugissait encore, une fièvre immobilière s'était emparée du pays. À Dublin, les prix du mètre carré dépassaient ceux du marché parisien. Petite maison, petit jardin, 3 chambres et une véranda, très pratique ici. On venait d'arriver, on avait une autre CDI tout de suite et on a acheté dès que notre période d'essai c'était fini. Comme tous les Irlandais, Céline, une Française débarquée en 2005, voulait être propriétaire. Quitte à fortement s'endetter, elle a acheté cette maison 340 000 €. En 5 ans, la maison a perdu 100 000 € dans ses valeurs, entre ce qu'on a acheté et ce qu'elle vaut. Et en 2008, la bulle immobilière a explosé. Céline a perdu son emploi. Le système s'est effondré. Aujourd'hui, impossible de vendre la maison sans perdre d'argent. Et elle sentait ses goûts un peu amers dans la bouche. On a tous investi dans des maisons qui étaient surévaluées, qui ne valent pas du tout ce qu'on a payé pour. Et aujourd'hui, on est coincé avec ces dettes énormes. L'Irlande, un Eldorado déchu. Et pourtant, paradoxalement, certains ici font toujours fortune. Grâce au taux d'imposition très bas sur les sociétés, le pays continue d'attirer des géants internationaux. Récemment, Facebook et Google ont installé leur siège européen à Dublin. Des entreprises qui recrutent, et pour ça, elles font appel à cette société. Julie là-bas qui est belge, il y a une irlandaise, Monica qui est tchèque. Laurent a créé son entreprise il y a 10 ans. Sa spécialité, faire venir des étrangers pour les multinationales installées en Irlande. Est-ce que vous êtes déjà venu en Irlande? Ils n'ont jamais été autant sollicités qu'en 2010. Une centaine d'offres d'emploi à pourvoir tous les mois chez des géants de l'informatique. Ça fait forcément un petit peu peur de se lancer dans un pays en crise, entre guillemets. Mais je veux dire, étant donné qu'on travaille pour des multinationales à très grande renommée, on arrive à trouver des bons candidats parce que le package est assez solide. C'est-à-dire que les gens qui viennent ici peuvent déjà avoir un salaire supérieur à ce qu'ils avaient en France, plus une possibilité de gagner, de toucher des augmentations au bout de quelques mois, quelques années. Donc on considère qu'il y a toujours vraiment un marché flamboyant pour les multinationales et pour notre personnel multilingue. Ils étaient un peu moins nombreux que par le passé, mais l'année dernière, encore 20 000 Français ont trouvé du travail ici. Malgré la crise, les étrangers se pressent toujours aux portes de ce petit pays, même si pour la plupart, ils y restent en moyenne moins de 2 ans. Voilà un reportage en Irlande qui fait froid dans le dos, reportage signé Hélène Mangiardi. Nous avons été rejoints par Pervenche Berès. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes députée européenne française, vous êtes du groupe des socialistes et des démocrates et vous êtes une spécialiste des affaires économiques. D'abord, je voudrais votre réaction à chaud sur ce reportage en Irlande. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous voyez ces jeunes qui ne trouvent pas de travail chez eux et à la fois les autres qui viennent pour les multinationales en Irlande? C'est très significatif. L'Irlande a connu un boom incroyable et finalement n'en a pas profité pour transformer son économie et a laissé s'installer des multinationales qui se comportent comme des entreprises voyous, c'est-à-dire qui profitent d'une fiscalité basse, mais qui, dès que le vent tourne, bougent et qui en plus n'irriguent pas l'économie irlandaise. Et c'est une des difficultés que toute l'Europe connaît. Si on n'a pas des entreprises, des industries qui contribuent à l'amélioration des conditions de compétitivité du pays, qui prennent leur part de responsabilité, mais qui se comportent simplement comme dans un atelier, qui viennent, eh bien l'économie dans son ensemble n'en profite pas. Mais est-ce que c'est mauvais pour l'Europe d'avoir comme ça des sièges des grandes entreprises? On voit bien que ça pose un problème pour l'Irlande, mais est-ce que finalement, voilà, ces entreprises sont là, est-ce qu'on peut dire que c'est une mauvaise chose?
Manifestement. Vous savez, moi j'ai étudié un cas à propos de l'Irlande très significatif. C'est le cas de Dell, entreprise de fabrication d'ordinateurs multinationale américaine, qui était installée en Irlande et qui fabriquait des ordinateurs de bureau en Irlande. Ils ont licencié 2000 personnes sans que le droit syndical, que la législation européenne en matière de comité d'entreprise ne s'applique jamais. Ils ont délocalisé en Pologne, où ils ont bénéficié d'aides d'État pour l'installation d'une usine fabriquant des ordinateurs portables. Qu'est-ce qui empêchait de transformer l'usine irlandaise en une usine fabriquant des ordinateurs portables? La réalité, c'est que ces entreprises n'ont aucune attache et au fond, se comportent comme un vol de sauterelles pour bénéficier. C'est la terre brûlée, une politique de la terre brûlée, un peu. Elles prennent, elles partent. Absolument, absolument. Et donc, cette idée qu'une entreprise responsable, le leitmotiv des entreprises aujourd'hui, c'est d'être citoyenne ou responsable. Eh bien, quand elle s'installe dans un pays, elle doit payer des impôts pour éviter cette stratégie de terre brûlée et elle doit apporter sa contribution à la formation de la main-d'œuvre de ces pays. Or, la stratégie des multinationales en Irlande, ça n'est pas celle-là. Vous venez de parler des impôts. On va en parler justement avec une question d'un de vos collègues ici concernant l'Irlande. Il s'agit de Jean-Paul Gauzès. Regardez. Les citoyens irlandais sont beaucoup sollicités pour prendre leur part dans la résolution de la crise en acceptant des efforts salariaux notamment. Comment expliquez-vous que dans ces circonstances, il n'y ait aucune augmentation de l'impôt sur les sociétés irlandais alors que celui-ci est à un taux particulièrement bas et relève pratiquement du dumping fiscal? Bon, alors évidemment, ce n'est pas exactement vous qui pouvez directement répondre à cette question, mais qu'est-ce que vous en pensez de ce dumping fiscal? Si, moi j'y réponds très volontiers pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense qu'à l'origine, quand l'Irlande est rentrée dans l'Union européenne, c'était un pays excentré, qui avait un produit intérieur brut beaucoup plus faible que la moyenne de l'Union européenne. Et dans la période de rattrapage où ce pays était, au fond, qui bénéficie d'un taux, d'une fiscalité attractive pour mobiliser l'investissement étranger, c'était normal et c'était utile. Ça fait que l'Union européenne a moins dû dépenser de fonds structurels et de fonds de solidarité vis-à-vis de l'Irlande. Mais on aurait dû organiser des transitions parce que sur cette base-là, finalement, il y a un modèle économique un peu pervers qui s'est développé, celui qu'on décrivait à l'instant autour de l'attractivité. Et modèle dont ils ne veulent pas se départir, qu'ils ne veulent pas quitter, sûr. Ça fait partie quasiment de leur identité maintenant. Oui, mais simplement, on voit les effets pervers sur la nature du modèle économique irlandais. Que peut faire l'Europe alors? Parce que là, on est dans le constat. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que peut faire le Parlement européen, par exemple? Justement, moi, il y a deux choses. D'abord, je constate que le président de la République, lorsqu'il a accepté le soutien à l'Irlande dans les conditions qui ont été définies au Conseil européen, on a demandé à l'Irlande de modifier son marché du travail, alors que l'on voit que c'est un marché où déjà, c'est le marché sans doute un des plus flexibles à l'échelle de l'Union européenne. Et aujourd'hui, il se plaint de ce que l'Irlande ne bouge pas sa fiscalité. Le moment où on avait un effet de levier pour intervenir dans la négociation, c'est bien au moment où on est venu en aide à l'Irlande. Mais moi, je crois que si aujourd'hui on met sur le banc des accusés l'Irlande seule, eh bien, on n'y arrivera pas. Et le moyen, c'est quand même de dire que clairement, si on est membre de la zone euro, eh bien, il y a des solidarités et des conditions de fait qui doivent être prises en compte. Chacun doit regarder son niveau de dette, très certainement, mais on doit aussi s'engager sur des bases d'harmonisation fiscale. Harmonisation fiscale, mais c'est un serpent de mer. Enfin, ça fait Oui, mais si on depuis que l'Europe existe qu'on en parle, vous pensez qu'on peut y arriver un jour? Si on ne profite pas de cette crise pour dire aujourd'hui, à l'intérieur de la zone euro, il y a une équation qu'il faut compléter pour ne pas reposer que sur une politique monétaire intégrée, mais avoir davantage d'outils ensemble de politique économique, eh bien on ratera une occasion que malheureusement nous offre cette crise. Juste une question, ça sera la dernière d'ailleurs. Le Fonds européen de stabilité financière a ces jours derniers levé de l'argent sur les marchés. C'est la première fois, ça a très bien marché et c'est justement pour financer l'Irlande. Est-ce que ça vous rend optimiste pour l'avenir et pour peut-être une sortie de crise de l'euro? Cela me conforte dans une certitude qui est que l'Europe, et en particulier la zone euro, doit progresser sur la mutualisation de la dette des États membres pour une partie
peut-être pas toute la dette des États membres, mais entre 40 et 50% de la dette émise par les États membres de la zone euro devait être mutualisée, puisque les chefs d'État et de gouvernement sont obsédés par les signaux qui leur viennent des marchés. Ceci est un signe très clair que les marchés attendent cette base commune, cette solidarité entre les membres de la zone euro pour financer une grande partie de leur dette souveraine. En 2 mots, la crise de l'euro, elle est derrière nous ou au contraire on est en plein dedans encore? On est en plein dedans. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de notre chronique L'Europe au quotidien, comme chaque semaine, avec une question d'un téléspectateur. Il s'agit d'André d'Ajaccio. Et il nous demande ce que signifient les lettres CE. Voici la réponse d'Europe Direct. Regardez. On va rester ensemble. En fait, les lettres CE ne veulent pas dire communauté européenne, mais conformité européenne. Et vous les trouverez sur différents produits, comme des jouets ou des produits électroniques. Il faut savoir que c'est le producteur lui-même qui appose le CE sur ce produit, et en faisant cela, il déclare qu'ils sont conformes avec les règles de sécurité européennes. Ensuite, c'est au pays qui appartient de faire des contrôles pour vérifier s'ils sont vraiment conformes. Voilà, et si vous aussi vous voulez poser des questions à Europe Direct, eh bien vous pouvez composer le numéro de téléphone suivant de n'importe où en Europe. Il s'agit du 00 800 6 7 8 9 10 11. Voilà, merci encore d'avoir accepté, Pervenche Berès, notre invitation. C'est la fin d'Europe Hebdo. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bonne suite de programmes sur les chaînes parlementaires. Bon, merci encore.